J'ai pris directement un casque pour démontrer que ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas une chose pour le futur. La technologie est là et on a commencé de l'utiliser, on a déjà un vrai impact chez HUG. Je commence avec une petite introduction encore dans le centre de médecine virtuelle. Je viens de le monde de recherche en neurosciences cliniques, mais toujours avec un aspect translationnel. Comme ça, on a utilisé le capteur de mouvement, la réalité virtuelle, pour mieux comprendre le cerveau et aussi pour évaluer comment on peut utiliser cette technologie pour aider le patient. Et il y a environ 3 ans, on a créé le centre de médecine virtuelle. C'est vraiment le premier centre de ce type en Suisse, en Europe. Et c'est un centre transversal, c'est-à-dire on travaille avec tous les départements, avec toutes les spécialités. Et l'idée, c'est d'avoir un soutien pour l'utilisation des réalités virtuelles, réalité augmentée, pour la recherche, même pour les soins de patients. On a une petite équipe pour ce moment, aussi financée par le fonds de recherche et le fonds InnoSuisse. Le président de notre équipe, c'est le professeur Schaller de neurochirurgie. Et l'idée pour nous, c'est aider avec cette technologie dans l'hôpital, mais aussi avoir un lien avec le monde dehors. Non? On a une connexion avec l'UNIG, avec l'EPFL. Et aussi, si vous avez un intérêt dans cette technologie, n'hésitez pas à nous contacter. Pour nous, c'est important de aussi aider les autres à utiliser cette technologie. Bon. J'ai déjà commencé d'utiliser plein de termes techniques. Comme ça, je vais montrer une fois les différents aspects. Par exemple, on commence à la droite avec la réalité virtuelle. Ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir un casque qui est complètement fermé. On le met et on est complètement immersé dans le monde virtuel. Par contre, on a la réalité augmentée. Souvent, on a vu les smart glasses aujourd'hui, c'est assez léger. On peut voir le monde dehors, mais on a de petites informations supplémentaires dans les lunettes là. Non? Et après, on a la réalité mixte, et ça, c'est comme le nom implique, c'est une réalité mixte. On peut avoir, par exemple, le monde réel, mais un deuxième écran ici, qui est virtuel, je suis la seule personne qui peut le voir. Et on utilise la réalité étendue, ou XR, comme un terme général, ou umbrella term. Ouais. Une autre chose qui est intéressante, on a le casque portable, c'est-à-dire on n'a pas besoin encore d'avoir un ordinateur connecté. Ils sont vraiment assez légers, on n'a pas une connexion après. Et on peut créer toutes les versions de réalité avec les 4 casques ici. Pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Comme vous pouvez l'imaginer, on a commencé de parler avec notamment Dr. Lisa Hensch de l'utilisation de cette technologie aux soins palliatifs. Et même, j'ai un collègue au Boston avec qui je parle régulièrement, qui est aussi un médecin en soins palliatifs. La chose qui est intéressante, il est le fondateur de AMXRA, c'est l'association américaine de réalité étendue médicale. Et aussi, il est co-responsable pour le programme de Harvard XR. Et avec les deux, on a partagé un peu, on a réfléchi un peu quel est le plus pertinent aussi pour cette technologie pour les soins palliatifs. Et ça, c'est un peu le programme pour moi, pour aujourd'hui, de parler. On peut déjà utiliser des interventions validées en réalité virtuelle pour soulager la douleur, l'anxiété et la dyspnée. La chose qui est intéressante, c'est une chose portable et c'est non médicamenteuse. On peut l'utiliser avec des autres thérapies. Le deuxième aspect, c'est un peu, on a cette approche générale, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour les soins palliatifs? Après, je vais changer un peu de parler d'intelligence artificielle. C'est encore un grand sujet, comme ça, j'ai choisi une tâche, un défi spécifique pour en fait évaluer si on peut utiliser cette technologie-là pour gagner du temps pour les tâches administratives. Et finalement, on a la combinaison de deux technologies. Et après, on a l'apéro.
Je vais commencer avec une petite histoire de réalité virtuelle, puisqu'en fait, c'est comme l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est assez courant, mais elle a commencé déjà dans les années 60. Ça, à gauche, c'est le premier head-mounted display, le premier casque. Et il a le nom de le Sword of Damocles, l'épée de Damoclès, puisque c'est suspendu. Mais comme on peut voir, il y a directement une version de réalité augmentée avec un petit cube qu'on peut voir avec cet écran. Et malheureusement, il a fallu 50 années pour le casque pour arriver vraiment au grand public. Je pense que le premier casque réalité virtuelle que j'ai utilisé EPFL en 2010 coûte encore 15 000 francs. Aujourd'hui, c'est plus 300 francs ou 500 francs. Et on a aussi commencé avec la distraction pendant la douleur assez tôt. Ici, c'est la première publication où on a utilisé cette technologie pour 2 adolescents qui ont été victimes de brûlures. Et l'idée a été assez facile. On a ce monde Snow World, le monde nuageux, qui peut donner des distractions pendant le soin de plaie, par exemple. Et encore, directement, c'était vraiment évident, la réalité virtuelle peut agir comme un puissant adjuvant non pharmacologique. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Comme on a vu dans la vidéo, c'est un assez grand casque, on a un ordinateur dédié. Par contre, aujourd'hui, on a un casque pas connecté. J'ai le casque HypnoVR ici. Pour nous, on travaille aussi avec des autres entreprises. On n'a pas vraiment une préférence. On a un casque audio et on a une tablette. Et ça, c'est assez simple, puisque pour le personnel de soins, pour les infirmières, ils peuvent utiliser cette tablette pour gérer toutes les choses dans le monde virtuel. Et on peut choisir avec le patient, c'est quoi ton échappe idéale, c'est la plage, la forêt, ou on peut plonger sous-marine. Après, on a un choix de composition musicale, on a des discours hypnotiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider le patient. Et finalement, nous sommes tous patients. Et je pense qu'il y a des moments où vous aimeriez vous évader, oublier votre environnement, peut-être calmer avant une opération ou avant d'aller vous coucher. Chaque fois, on peut utiliser un casque comme ça pour aider. Et comme j'ai dit, la technologie est là. On a déjà plus que 20 services chez HUJ qui utilisent les réalités virtuelles, notamment pour la douleur, l'anxiété, le dyspnée, et en général comme distraction positive. L'autre chose qui est intéressante, c'est vraiment portable, et ça peut être intéressant aussi pour le soin en domicile, mais il reste encore le travail à faire. À droite, j'ai un slide, ça c'est plus pour les collègues qui travaillent sur l'informatique ou les données de patients. La chose qui est intéressante, c'est que les dispositifs sont marqués CE-mark, c'est vraiment validé. Le logiciel a une certification de dispositif médical, c'est-à-dire on peut le vraiment utiliser sans doute avec le patient. Il n'y a aucune connexion avec le réseau de l'hôpital pour ce moment. Il y a un voleur qui porte le casque, il peut baisser son anxiété, mais il n'y a pas accès sur le réseau de l'hôpital. Oui, on a commencé même d'utiliser plus en plus dans la recherche. Ici, j'ai vu Pierre là. on est en train de préparer aussi vraiment un programme de sensibilisation. On a préparé une petite vidéo de 1 minute. Je vais le présenter une fois. Et si les soins ne se limitaient pas au corps, mais pouvaient emmener l'esprit ailleurs? Au HUG, la réalité virtuelle confirme déjà son efficacité pour soulager la douleur, réduire l'anxiété, transformer l'expérience patient. La réalité virtuelle a déjà montré dans la littérature sa plus-value pour améliorer l'expérience des patients. Cependant, la technologie ne suffit pas. Il faut la promouvoir,
il faut avoir de la traçabilité, des recommandations claires et précises, accessibles au plus grand nombre. Je suis d'une génération qui n'est pas du tout familiarisée avec toutes ces technologies. En fait, j'appréhende un peu et surtout, je manque de connaissances. A contrario, d'autres y voient un espoir, des soins plus humains, plus immersifs, plus rassurants. On fait envie aux patients de l'inviter à passer un bon moment, presque pas à l'hôpital, quoi. Et maintenant, inspirez profondément. Détendez vos épaules et laissez-vous aller. Voici le soin. Voici l'avenir. Bon, ça c'est l'idée, c'est encore un travail, mais c'est assez important de travailler avec les patients partenaires, avec les réseaux de douleur, avec tous les collègues partout à l'hôpital. Même, on a aussi des projets dans la recherche. J'ai commencé avec la première étude qu'on a lancée quand je suis arrivé chez HUG. C'était en fait pour l'anxiété pendant l'examen IRM. Et l'idée, c'est assez simple. Est-ce qu'on peut utiliser la réalité virtuelle pendant cet examen pour réduire l'anxiété et notamment la claustrophobie? Le premier défi était de trouver un casque qui peut passer dans le scanner. Et bon, ça existe, c'est assez cher malheureusement, mais avec une collaboration avec EPFL, on peut utiliser ce casque-là. Et on a en fait, à droite, on a créé un jumeau virtuel de salle de IRM. Comme ça, on a vraiment la même présentation en réalité virtuelle sans la machine IRM. Et ici, c'est la vidéo. Le petit inset, c'est le vrai vidéo. Et à gauche, on a la vue du patient. Et comme ça, si le patient est prêt, on peut appuyer le bouton. On déclenche le billet. On change un peu la perspective, mais on peut voir la salle est ouverte. Mais on reste conscient toujours de l'environnement. On n'a pas un jeu vidéo puisque le patient va commencer de bouger, et ça c'est pas très utile pour le IRM. Mais maintenant, on a l'opportunité d'insérer encore un écran virtuel dans le monde virtuel pour donner un peu de distraction aux vidéos. On a travaillé aussi avec l'embodiment, c'est-à-dire on a une représentation de son propre corps en réalité virtuelle pour encore faciliter cette immersion. C'est une étude qui était en collaboration avec la neuroradiologie, particulièrement c'était le professeur Maria Vargas et Karl Olof Löfblad. Et bon, ça fonctionne très bien. C'est vraiment une chose qui est assez utile. On a des questionnaires après et on peut voir tous les aspects positifs comme la sécurité, la confiance sont augmentés avec la réalité virtuelle. Et l'inverse sans réalité virtuelle. En fait, on a plusieurs participants qui ne peuvent pas compléter une deuxième session sans réalité virtuelle puisque l'anxiété était trop. Okay. Comment on peut l'appliquer tout ça dans les soins palliatifs? On est en train de lancer des essais multicentriques avec des partenaires en Ticino, même à Bâle, pour vraiment avoir un plus grand pool de participants pour évaluer l'efficacité de cette technologie pour la douleur, même pour la dyspnée. Et la semaine passée, on a aussi lancé un projet qui est vraiment la recherche clinique, recherche fondamentale. C'est en fait une combinaison de scénarios de hypno-VR, de casques de EPFL et le soin palliatif pour mieux comprendre la dyspnée chez les patients en soins palliatifs. Ok, petite pause. Bon, le prochain sujet, c'est intelligence artificielle, c'est encore un grand sujet. J'ai aussi une petite histoire et après je vais focuser vraiment sur un petit aspect de l'intelligence artificielle. C'est encore un sujet assez courant, mais en fait ça c'est encore plus âgé que la réalité virtuelle. On a toujours ce congrès à Dartmouth pour la naissance de l'intelligence artificielle avec cette
définition de l'intelligence artificielle et la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes. C'est-à-dire l'objectif est de passer des calculs mécaniques à la simulation de la pensée et l'apprentissage humain. C'est pour ça qu'on a entendu le mot comme neural network, comme le neuron ou le deep learning. L'idée, c'est vraiment de réaliser cet apprentissage humain. Bon. J'ai une question pour vous. Si vous pouvez lever la main, si vous avez déjà entendu parler de grands modèles de langage. Okay. Et de l'intelligence artificielle générative. Ok, un peu plus. Qui connaît ChatGPT? Parfait. Et qui a déjà utilisé ChatGPT? Parfait. Bon, je suis fini. Le grand modèle de langage, le Large Language Model, c'est un type de IA génératif, mais il est vraiment focusé sur le langage. Il apprend à partir d'énormes quantités de textes pour comprendre et générer un langage semblable à celui des humains. Je mettrai le comprendre dans... je ne connais pas le mot en français, puisque je ne suis pas convaincu qu'il ne comprend rien, mais il a la semblance toujours. Mais comme j'ai dit, on a des modèles très connus comme ChatGPT ou Claude, le DeepSeek, c'est la version chinoise. Même on a aussi une version suisse, si ça vous intéresse, qui s'appelle Apertos, qui est créée par EPFL et ETH. Même on a un chatbot HUG de confiance qui offre un chatbot pour les consultations pour le premier recours. Non? Et ça, c'est en fait tous les aspects de langage sont assez intéressants puisque ce modèle, ils ont une compréhension, une génération de langage naturel. C'est vraiment adaptable à différents domaines. Et tout ça, c'est une technologie qui est évolutivité et il y a une efficacité. C'est aussi un peu un problème, puisqu'aujourd'hui, on a plein de startups qui utilisent l'IA et on n'a aucune idée que ça va rester, que ça marche bien. On a aussi des faiblesses, notamment l'hallucination et des inexactitudes factuelles. C'est-à-dire qu'on a vraiment des informations fausses, mais délivrées, communiquées avec une grammaire parfaite. Comme ça, il faut faire attention pour tout ça. L'autre chose qui est un peu difficile, c'est qu'on manque en fait de transparence ou d'explicabilité. C'est-à-dire, on va toujours reçu une réponse de ChatGPT, mais on n'a aucune explication pourquoi. Et ça peut introduire aussi le biais qui vient de données qui sont utilisées pour l'entraînement. Mais toutes les faiblesses, c'est quelque chose qu'on le connaisse déjà. Comme ça, on peut adapter le chatbot pour mieux évaluer l'output finalement. Okay. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour l'hôpital, pour les soins palliatifs? Bon, c'est vraiment cette expertise de travailler avec le langage. Et on a commencé d'essayer un scribe ambiante. Et les deux questions, c'est une fois, c'est quand remonte la dernière fois où vous avez vu votre médecin, vous regardez davantage que son ordinateur. Ouais. C'est toujours difficile, on a besoin de noter toutes les choses, mais c'est on est toujours distrait. Et la deuxième question, c'est combien de temps pensez-vous que le clinicien consacre aux tâches administratives? Ouais. J'ai une réponse dans 2 minutes. Mais l'idée, c'est évident pour le scribe, c'est on peut aider à automatiser la prise de notes en écoutant le dialogue entre le patient et le médecin. C'est vraiment une approche hands-off, c'est automatique. Et le temps, c'est jusqu'à 50% du temps d'un médecin peut être les tâches administratives. Non? Ça, c'est vraiment, ça augmente l'heure. Et ça aussi, on parle souvent de le burn-out, de la santé mentale. Ça, c'est un grand problème non, en clinique.
encore l'idée, c'est assez facile. On a un microphone qui enregistre le dialogue. Après, on a un speech to text qui fait le transcript. On a le large language model qui résume et structure le texte. Et tout ça peut être téléchargé dans le système d'hôpital. Ça, c'est l'idée. Après, il y a un très important quatrième point, ça c'est les validations de médecins. Puisque ça c'est encore le plus important d'avoir cette validation. Et pour ce moment, c'est aussi important que la dernière chose ne peut pas prendre plus de temps que tous les autres. Si on veut gagner du temps, on a vraiment besoin d'un système qui fonctionne. Et là, on est arrivé vraiment, je cherche pour des publications, aussi des publications par des pubs connus comme JAMA ou New England Journal of Medicine. Et ça commence juste cette année, la dernière année, c'est vraiment trop tôt pour avoir une bonne compréhension. Mais les premières conclusions sont déjà intéressantes. On peut voir une plus grande efficacité, un temps gagné, réduction de temps de travail après les heures. Et le médecin, le clinicien qui reporte une perception moindre de la charge mentale et un sentiment accru d'engagement. On a demandé aussi chez le patient et on a les premiers retours sont assez positifs, les patients, et ils ont la perception d'une amélioration d'interaction avec leur médecin. Bon, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment le début et j'espère que on veut avoir plus évidence, plus preuve pour tout ça. Et je vais finir avec un troisième sujet, et c'est, comme vous pouvez imaginer, c'est la combinaison de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle. Et là, on a commencé, en fait, il y a 2 ans, de créer des patients virtuels pour la formation médicale. Et ça, c'est un sujet qui est assez courant ici, même mondial. On a une pénurie de cliniciens. En Suisse, on manque 5 000 médecins et 15 000 membres de personnel soignant. Même si on a une infrastructure géniale, assez haute qualité en Suisse, on n'arrive pas à avoir le médecin, le personnel dont on a besoin. Comme ça, on a lancé un projet avec le Lindsay-Spital à Berne et aussi le IML, c'est l'Institut für medizinische Lehre, et un start-up genevoise, Orama VR, pour créer un examen pratique pour le médecin en formation en réalité virtuelle. Et en anglais, c'est le Objective Structured Clinical Exam. En français, c'est le ECOS. Et là, d'habitude, on a un comédien qui est le patient, et on a le médecin en formation qui a une quinzaine de minutes de parler avec ce patient et pour l'aider. Et en général, c'est un examen assez important, c'est la dernière année des études, et c'est assez difficile de le créer puisqu'on a besoin à Berne, je pense, on a besoin de 70 comédiennes, 70 profs qui sont examinateurs, on a besoin de 15 salles similaires et finalement on a 2 jours avec 400 étudiants pour créer cet examen. Et nous avons demandé est-ce qu'on peut créer une version virtuelle. Et comme j'ai dit, on a le casque là sans connexion, on a le médecin qui maintenant peut voir son patient virtuel. Ici, la première utilisation c'est plus pour les examens physiques. Mais si on a l'auscultation maintenant, on peut en fait écouter, on peut entendre le vrai son de poumon. Et il faut toujours avoir un dialogue avec le patient, une anamnèse ou l'histoire. Ça, on peut gérer avec l'IA, avec le LLM. Et les choses qui est géniale pour nous, les comédiens, parfois, ils sont fatigués ou ils sont malades. Ici, on a un patient virtuel qui est vraiment la même réaction chaque fois. Et on peut l'adapter assez facilement. On peut aussi travailler avec des patients comme les enfants plus âgés, où on a une peine
où il est difficile de trouver un comédien. Ici, on peut voir aussi, on peut changer entre cette cette graphique un peu comme un jeu vidéo. On peut changer pour avoir un image médical. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de créer une plateforme qu'on peut partager, puisque finalement, ça c'est une technologie qui est aujourd'hui accessible et abordable. On a complété la première étude avec l'Inselspital, et ça c'était assez intéressant puisqu'on a en fait créé encore un jumeau virtuel d'un cas réel qui est dans l'examen officiel. Et les mêmes étudiants ont essayé de parler avec le patient du monde virtuel après. Et on a déjà montré une faisabilité et acceptation très bon. On a lancé aussi une étude, on a complété une première étude avec l'Université de Constance en Allemagne pour la psychothérapie. Là, c'est un IA plus conversationnel. Et oui, ça c'est aussi le retour, c'est assez intéressant. Et je pense, les choses qui peuvent être vraiment intéressantes aussi pour les soins palliatifs, c'est est-ce qu'on peut adapter ce modèle pour les conversations difficiles. Puisque c'est difficile d'avoir la formation avant de voir le vrai patient. Et avec cet outil, ce n'est pas trop réalistique, mais en même temps, ça donne un retour, on a de confiance, on a une expertise qu'on peut développer déjà. Et je pense que c'est assez important. Ok, j'arrive aux dernières 2 slides. Il y a cette idée de fundamental theorem de l'informatique biomédicale. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est le médecin qui utilise l'ordinateur a un avantage, par contre, le médecin qui n'utilise pas. Et pour demain, l'idée c'est qu'on a le médecin qui utilise l'IA, la réalité augmentée, et ça peut offrir un meilleur soin finalement que le médecin qui a que seulement l'ordinateur. Le plus important ici, c'est que le médecin est au milieu de tout ça. On n'a pas d'idée de remplacer le médecin. Et en conclusion, la technologie continue d'évoluer rapidement. Ça, c'est bon et mal en même temps. Mais pour moi, pour nous, je pense que l'objectif est d'utiliser ces avancées pour créer plus de temps et offrir de meilleurs soins à nos patients. Mais en même temps, créer plus de temps et prendre mieux soin de notre personnel. Et avec ça, je me remercie de votre attention. Merci, c'est passionnant. Hein. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions ? Sur la dernière slide, vous avez dit à gauche la réalité virtuelle, puis le computer, il est encore là. Ici ? Non, celle-ci. À gauche, il y aura même encore l'ordinateur. Ah oui, c'est juste. Oui, je pense que peut-être le Natel, c'est l'ordinateur dans le cas-là. Oui. Non, c'est toujours, on n'a pas d'injection de IA pour le médecin. Alors, à quand le casque sur ordonnance à la place du Brufen ou du Dafalgan ? Ou en plus ? Bon, en fait, quelquefois, parfois on peut l'utiliser en remplaçant. Ben ouais, comme oui. ça. Même, on a commencé une étude dans la réadaptation pour aider de s'endormir. Et j'espère qu'on peut essayer de réduire le somnifère là. Ouais. Et pour la formation, parce que ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, vos patients simulés, Oui. pour les conversations difficiles, ça, c'est quelque chose qui est déjà... on peut déjà travailler avec vous ? Vous pouvez déjà le proposer ? Oui, volontiers. C'est, pour notre équipe, on travaille vraiment projet par projet. Mais ça, c'est vraiment une idée maintenant. On crée un peu l'architecture à côté de l'ordinateur. Et après, si on a un autre patient, on a les descriptions d'instructions qu'on d'habitude donne à le comédien, qui on peut donner maintenant sur cette patient virtuelle. Ouais, ça nous intéresse beaucoup en soins palliatifs. Hein. Je ne sais pas si vous partagez... Merci beaucoup pour cette ouverture. Alors...